Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Cette semaine, je reçois Simone, comédienne et très connue comme étant la voix de la SNCF depuis 40 ans. Incroyable. Simone est désormais totalement indissociable de tous nos trajets pour aller au travail ou en vacances. Elle est pour moi la preuve vivante que la voix a un pouvoir incroyable d'immersion, de transmission d'émotions. Elle nous apprend d'ailleurs que pour être comédien, que ce soit pour une pub, une annonce de train ou un public sur scène, cela demande avant tout de le faire avec sincérité, de comprendre ce qu'on lit, de se projeter, d'interpréter et surtout de transmettre. En tant que marketing girl, je dois dire aussi qu'elle démontre que la constance d'une marque, dans ses signaux, qu'ils soient visuels mais aussi sonores en l'occurrence, eh bien ça devient une arme très puissante de reconnaissance et de territoire de marque. Bon, parce qu'une démonstration vaut 10 000 mots, je vous invite à fermer les yeux et écouter le très beau cadeau que Simone m'a fait en toute fin d'interview. Bienvenue dans le podcast Découvre, Ose et Deviens, à destination de la découverte des métiers. Il desservira les arrêts curiosité, ouverture, passion et envie. Nous vous souhaitons une belle écoute et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Allez, avouez, vous étiez avec moi sur le quai d'une gare avec votre valise, pas vrai? Simone, mille merci de nous avoir ouvert les coulisses de cette fabuleuse aventure. Alors attention au départ et je vous souhaite un très beau voyage et une très bonne écoute. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors un petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti! Eh bien bonjour Simone. Bonjour, Julie. Oui, donc je suis ravie de te rencontrer. Et je te remercie de nous ouvrir les coulisses de ton métier, enfin que dis-je, de ton aventure en tant que voix off, un peu indissociable de la SNCF. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Laurence, que tu ne connais pas, mais qui était ma précédente invitée. Donc Laurence, en fait, elle est tatoueuse. Pour des femmes qui ont subi des mastectomies, donc elle retatouent en fait leur aréole mammaire. Ah, c'est super. Voilà. Et donc à la fin de l'interview, elle m'a lancé le défi et elle m'a dit je voudrais dans mon rêve que tu rencontres la voix de la SNCF. Voilà. Et c'est comme ça que je t'ai trouvée. Voilà. C'est gentil, merci Laurence. Voilà. Donc on fait un petit coucou à Laurence. Simone, je te propose de commencer par le commencement. Moi, je serais assez curieuse de savoir quel métier tu voulais faire, par exemple, quand tu étais petite. Alors, lorsque j'étais petite, je n'étais pas très bonne à l'école, ça me faisait suer profondément, mais j'avais qu'une envie, c'était de devenir comédienne. C'était une époque où c'était pas évident. J'avais des parents qui pensaient tout naturellement que j'allais rencontrer un super bon parti, me marier et être mère au foyer. C'était la suite logique par rapport à une petite fille de mon âge et de mon époque. Mais maman, qui était quand même quelqu'un de formidable, a dit attends, je vais voir, je vais me renseigner, tu veux être comédienne. Là, je devais être à peu près en quatrième, chose comme ça. Elle est rentrée en contact avec Madame Simone, qui était c'est drôle, même prénom que moi, mais qui était une grande comédienne. Et Madame Simone, comme l'auraient fait absolument tous les parents, qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Simone? Elle a dit « passe ton bac d'abord ». Donc évidemment, maman était tout à fait rassurée, papa aussi, et j'ai donc passé mon bac d'abord. Voilà. Mais c'est vrai que c'était ça mon envie d'être comédienne, parce que si j'étais pas terriblement douée, loin s'en faut, au lycée, la seule matière dans laquelle j'étais bonne, c'était la récitation à l'école primaire, la diction, comme on l'appelait après au lycée. Il n'y avait pas encore de collège et lycée. À mon époque, c'était le lycée de la 6e à la terminale.
Voilà, et puis je participais évidemment à l'atelier théâtre. Oui, c'est ce que j'allais te dire, voilà, d'accord. ça, Okay. voilà. Donc c'était vraiment une grande envie. Qui remonte qui a été très jeune, qui a été une vocation très jeune, Oui, quoi. très jeune. Et alors moi, tu m'avais raconté un petit peu quand on s'était eu au téléphone, l'espèce de parcours avec des ouvertures de portes et des hasards de vie, des opportunités qui t'ont mené en fait à plusieurs étapes vers la SNCF. Est-ce que tu veux un peu nous raconter ce cheminement qui m'avait bien fait rire quand tu me l'avais expliqué? Alors donc, je passe mon bac. D'abord, je passe mon bac. Et puis là, le boulot de comédienne s'éloigne. Je sais que je dois quand même commencer à travailler avant que le mari idéal me tombe dessus. Et de toute façon, j'avais envie de travailler. J'avais tellement envie de travailler. Et pour faire plaisir à papa, parce que je savais qu'il adorait ses secrétaires, il avait un poste très important dans une grande société, je fais une école de secrétariat de direction. Voilà. Pas extraordinaire comme étude, il faut bien le dire, mais c'était pas très compliqué et je suis pas, là, pour une fois, mauvaise élève. Plutôt bonne. Et au bout de cette deuxième année d'école de secrétariat, on m'envoie faire un des stages les plus prestigieux qui soient, à savoir un stage de secrétariat à la maison de l'ORTF, qui était déjà la maison ronde, elle avait 2-3 ans de vie, cette maison ronde, la maison de la radio d'aujourd'hui. Voilà. Grande maison. Et donc, je rentre dans un service qui s'appelait Interservice Jeunes, et je commence en tant que stagiaire, évidemment bénévole, dans le cadre de mes études. Je commence à taper 2-3 textes et à apprendre des trucs en sténo. Eh bien, j'ai dû faire 3 jours de secrétariat dans ma vie. Mais ça me sert toujours, parce que je sais taper sur mon ordinateur aujourd'hui. À l'époque, c'était des machines. Et il faut que j'arrête de dire à l'époque, ça fait vraiment vieille chose, là. Non, mais déjà, tu nous as expliqué que le lycée commençait dès la 6e. Donc déjà, ça suffit. Ça met tout de suite dans une époque. Bon, ça suffit, allez. Je suis jeune. Bon. Et je trace ma route. Une fois arrivée dans cette maison, je finis donc, j'ai mon diplôme de secrétaire. Mais je me passionne pour cette maison, pour ce service, voilà, c'est extraordinaire. Aux grandes dames de mon père, d'ailleurs, j'habitais évidemment toujours chez papa et maman. Oui, puisque tu n'avais pas trouvé ton mari. Non, j'avais pas trouvé mon mari, donc j'habitais chez papa et maman. Il n'était pas question que j'habite ailleurs, même si j'ai osé le demander une fois, on m'a dit ça va pas, non. Et mon père trouvait que la maison de la radio était un repère de gauchistes. Alors qu'il faut quand même se replacer dans l'époque, c'est-à-dire que c'était la maison de l'ORTF. C'était vraiment pas un organe totalement libre à l'époque, mais c'était déjà pour papa un repère de gauchistes. Bon, c'est pas grave. Premier acte de rébellion. Exactement, tout à fait. Et je trace ma route, comme je te le disais. Je commence à faire un petit reportage par-ci, un petit reportage par-là, un petit micro, tout petit. Et puis un jour, on me dit... FIP recherche une nouvelle animatrice. Est-ce que tu veux passer l'audition? On ne parlait pas encore de casting à l'époque. C'est vrai ça. Bref, donc je passe l'audition parce que FIP a été créé le 5 janvier 1971. Et là, on est le 5 janvier 1972 quand je rentre après avoir réussi mon audition à FIP. Voilà, juste un an après. On m'a dit que j'étais prise à cette audition en m'envoyant chez papa et maman un télégramme. Un petit bleu, un joli petit bleu que j'ai toujours. C'est vrai, tu l'as gardé? Oui, génial. Je l'ai toujours. Et il y avait marqué « Candidature acceptée, téléphonez à tel numéro » et tout. J'ai sauté dans toute la maison. C'était un des plus beaux jours de ma vie avec mes accouchements. Ça a été... voilà. J'ai eu 3 plus beaux jours de ma vie. L'annonce d'être prise à FIP et mes 2 accouchements. C'était génial, vraiment génial. Et là, voilà, je commence à travailler à FIP. Alors, j'avance un petit peu dans les années. C'est extraordinaire parce qu'on était une équipe extrêmement jeune. Moi, j'avais 21 ans.
quand je suis rentrée. Mes camarades autour de moi avaient quasiment le même âge, à 1 ou 2 ans près. Nos chefs d'antenne étaient, eux, en revanche, très vieux. Ils avaient au moins 30 ans. Et, mais incroyable, ils n'étaient pas à la retraite. C'était vraiment les vieux pour nous, c'est fou. Hein. Et c'était vraiment une découverte fabuleuse qu'on a vécue. C'est une chaîne toute neuve, toute belle, toute jolie, comme toutes les créations d'entreprises, de chaînes de radio. C'est génial, quoi. Et ça a été une très, très, très belle aventure. Ça n'a pas toujours été facile parce que je ne me trouvais pas forcément toujours à la hauteur. C'était dur, on avait 6 à 7 heures d'antenne d'affilée. Et donc, c'est de la musique ininterrompue avec des interventions que l'on rédigeait souvent au fur et à mesure, ou alors en impro, pour la météo, pour la circulation, puisque c'était ce qui nous caractérisait, c'est-à-dire on était mutine, on essayait de donner des informations de circulation avec humour pour faire enrager gentiment les automobilistes. C'est drôle que tu dises ça, parce que combien de fois, moi, à des dîners de copains, je disais « la radio FIP qui te dit « 30 km de bouchon ». Et toujours d'un petit air, je dis, mais nous cherche en fait quand elle le dit. Complètement. Donc tu l'assumes. Oui. Très bien. Oui, c'était notre truc. C'était vraiment ce qui nous faisait... Mais c'était le contraste entre la vie hyper compliquée et très stressante et vos voix hyper douces. Et on se disait, mais c'est pas possible, elle est au calme. Et c'est très énervant. Voilà, et on essayait d'avoir le plus d'humour possible. C'était, il y avait des jours où on était formidable, puis des jours où c'était moins facile, mais ça faisait quand même pas mal d'heures d'antenne d'affilée. Et c'était... voilà, super. Il y avait à la fois de la tension parce qu'on voulait être bonne et en même temps, c'était quand même une radio cool avec de la musique extraordinaire de qualité. Ça l'est toujours, hein, c'est exactement la même chose avec des découvertes de gens formidables, de musiciens, avec une couleur jazz quand même un petit peu prédominante. Et voilà, c'est vraiment une très 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 belle chaîne de radio, FIP. Bravo. Et tu es restée combien d'années ? Alors j'y suis restée jusqu'en 2000, D'accord, jusqu'en 2000. Du 5 janvier 1972 au 5 juillet 2000. Oui, donc c'est quand même une très 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 longue expérience. Très longue expérience. Alors au bout de 10 ans, nous sommes donc en 1981. Autre coup de chance, parce que quand même jusqu'à présent, un coup de chance fabuleux que l'école m'envoie, le secrétariat m'envoie à la radio. Alors autre coup de chance fabuleux, la SNCF doit renouveler ses voies. Il n'y avait pas autant de gares sonorisées, mais il y en avait quelques-unes. Et c'était déjà des voies de radio, Europe 1, RTL. Et elle partait pour des raisons diverses. Et donc, on charge une personne de faire un casting pour renouveler les voix. Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Jacques Pagnaise, avec qui je travaille aujourd'hui, mais j'en parlerai après, téléphone au standard de France Inter, parce qu'il a envie de recruter des voix de France Inter. Qu'est-ce qui se passe au standard de la Maison de la Radio, au standard général ? Au lieu de passer le standard de France Inter, il passe le standard de FIP à la SNCF. Et voilà, ça absolument un coup de bol extraordinaire. Et à ce moment-là, c'est dingue. Et à ce moment-là, il y a, on est 5 ou 6 de FIP à vouloir tenter notre chance pour devenir une des voix de la SNCF. Je trouve ça improbable de dire que c'est une erreur d'aiguillage, sans faire de jeu de mots par rapport à la SNCF, tu vois, qui fait que vous vous êtes rencontrés et qui derrière va déboucher sur incroyable. Un pan de vie, une expérience incroyable, quoi. Oui, ça c'est fabuleux. Comme quoi, voilà. Ouais. Alors on a été 2 choisis, on est restés pendant quelques années à 2, parce que tout était analogique, c'est-à-dire qu'on enregistrait les phrases dans leur globalité. C'était très long, il y avait service d'hiver, service d'été, 3 annonces par train pour tous les trains d'une gare. C'était un gros boulot. Quand l'une était à FIP, c'est l'autre qui était à la SNCF et inversement. Voilà, et au bout d'un certain nombre d'années, on est passé au numérique et il n'a plus fallu qu'une seule voix pour que tout soit raccord. Et donc, j'ai eu à nouveau cette chance
d'être choisi. Voilà. Quoi. Alors justement, quelle belle transition. Moi, je voudrais que tu nous expliques effectivement comment se passe concrètement l'enregistrement. Mais donc déjà, tu as commencé à nous expliquer qu'il y avait eu une grosse modification. Peut-être qu'on va commencer par la façon dont c'était enregistré auparavant, quand tu as démarré, quand tu disais que les enregistrements étaient analogiques. Donc, ce que je comprends, c'est que vous enregistriez des phrases complètes. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y avait autant de phrases enregistrées que de combinaisons de mots possibles, etc. C'est ça, hein? Quand on enregistrait les phrases dans leur totalité, ça donnait le train, numéro 10384 à destination de Bordeaux, partira voie 3, par exemple. Donc ça, c'était une phrase entière. Et on continuait toujours, c'est « il desservira ». Alors, telle gare, telle gare, telle gare. Je ne connais pas encore toutes les destinations par cœur, hein, il serait temps, mais bon. Et voilà. Et donc, une fois arrivé à Bordeaux, on disait le train numéro 10412 en provenance de Paris va entrer en gare voie 3. Éloignez-vous de la bordure du quai, etc., etc. Et donc, à chaque fois, on donnait les correspondances aussi. Correspondance pour telle gare, voie, temps, etc. Ça faisait vraiment beaucoup d'enregistrements. Ça veut dire que tu enregistrais sur des sessions de combien de temps? Tu arrivais pour une journée d'enregistrement et on t'avait préparé X pages de texte à lire, c'est ça en fait? Enfin, ouais, c'est ça? Oui. Donc c'était quelle quantité de textes? Est-ce que on pouvait te les remettre avant, ces textes, pour pouvoir les appréhender, ou non, t'arrivais et hop, c'était... Non, une question d'habitude, non, bien sûr. Il m'est arrivé... c'est toujours un travail en duo avec l'ingénieur du son. On a souvent fait des petits changements parce qu'il y avait des choses qu'on n'aimait pas, qu'on préférait changer un petit peu, faire des phrases en meilleur français quand même. Moi, c'est quelque chose... je suis très sensible aux gens qui parlent bien, donc il n'était pas question de faire des phrases en mauvais français sur le réseau de la SNCF, qui était une entreprise fabuleuse. Il n'était pas question de faire quelque chose de pas bien. Donc on réfléchissait souvent, on transformait un petit peu, et voilà. Et donc on enregistrait ça. De temps en temps, on nous sortait un peu du studio pour respirer, parce que à force de parler, là, on manquait d'oxygène, on était un peu étourdis. Mais non, mais c'était fabuleux. Donc tu avais des journées d'enregistrement complètes dans un studio où tu enregistrais. Et moi, j'aimerais bien savoir en fait combien de temps ça te prenait dans un mois, en fait, à quel point il y avait une quantité importante ou pas de texte Alors j'avoue, je me souviens plus bien mais c'était surtout, il y avait 2 périodes. Donc il fallait rédiger les textes pour le service d'hiver et puis après pour le service d'été. Ça changeait quelquefois. Aujourd'hui, c'est plus pareil, puisque, voilà, bon, enfin, on va peut-être en reparler, mais c'était, je sais pas, c'était... Parce qu'il devait y en avoir une quantité affolante. Oui, bien sûr. Parce que moi, ce que j'ai lu, c'est que tu avais quand même eu 4000 heures d'annonces. Donc ça, je pense que c'est au global de tous les enregistrements. C'est ce que j'ai lu dans un article. 4000 heures d'annonces. Ouais, et surtout, il y a un truc qui parlait d'1 milliard de diffusions, je crois, c'est ça en fait. 1 milliard de diffusions, oui. C'est incroyable. Mais tu sais, on peut dire 1 milliard de diffusions, et ça, on l'avait dit il y a 15 ans. Donc aujourd'hui, on peut toujours dire 1 milliard. 1 milliard, et puis demain, 200 millions. on peut toujours dire 1 D'accord. milliard. Ouais. C'est pour signifier, c'est quelqu'un de la communication, mais c'est certainement vrai. C'est impossible de calculer. Si ça se trouve, ça dépasse. Si ça se trouve, c'est 2 milliards. Oui. Non, mais en fait, je trouve que même si c'est pas totalement la vérité, si tu veux, en fait, je trouve que c'était surtout pour donner une ampleur, en fait, d'écoute, et pourquoi à ce point ta voix est ancrée dans notre mémoire, quoi. Ok, et donc je crois aussi, est-ce que vous enregistriez aussi plusieurs fois les phrases? Parce que j'ai un point, c'est que tu as quand même une tonalité de voix et aussi je sais pas, une façon d'être très douce. Est-ce que ça faisait partie de ta patte à toi, ou est-ce que quand tu es arrivé, on t'a expliqué, on t'a dit voilà, on voudrait aller vers tel type de tonalité, tel type de voix? Est-ce que tu avais un brief? Est-ce que tu étais cadré par rapport à ça? J'étais totalement libre.
Bon, évidemment, on n'allait pas rigoler en annonçant des phrases difficiles. Pas de personnes qui se jettent sur les voies ou des choses comme ça. Il n'était pas question. Il fallait essayer d'être relativement neutre. Mais comme venant de FIP, on avait un sourire naturel dans la voix, même si on me l'a dit, hein, c'est pas, je me jette pas des fleurs, mais on m'a dit que même si je ne souris pas, j'ai quand même du sourire dans la voix. Voilà, là, j'essaye de pas sourire. Ça marche pas du tout parce que moi, j'étais en face et je vois tes yeux qui rigolent. Donc, si tu n'es pas crédible. J'arrive pas à pas sourire. Bon, bref. Non, on m'a rien demandé. D'accord. Voilà, on avait réussi ce casting et ça leur plaisait, donc il n'y a pas de problème. Et puis après, les années ont passé et forcément... Le territoire s'est installé au fur et à mesure, exactement. En fait. Mais en tout cas, il n'était pas prédéfini. Non, je te demande ça parce qu'en fait, quand on fait, par exemple, un spot de radio, la personne qui va arriver, on va l'avoir déjà cadrée, on va lui dire on veut tel type de tonalité, etc. Donc c'est pour ça aussi que je me demandais si ce travail-là avait été fait. Alors quand tu dis effectivement que vous faites des annonces qui peuvent être plus ou moins compliquées, quelqu'un qui s'est jeté sur la voie, quels sont tous les messages, en fait, les types de messages que tu as pu enregistrer? Donc c'est les messages qu'on entend, je pense, en station, en gare, à l'intérieur des trains, c'est ça? Oui, ça c'est relativement nouveau, ça fait quelques années maintenant, mais au tout début, il n'y avait pas d'annonces dans les trains. Oui, il y a aussi les annonces qui sont des annonces pour les non-voyants, par exemple, dans les gares. Il y en a de plus en plus, ça s'appelle des balises, et les non-voyants ont un boîtier, d'après ce que je comprends, et lorsqu'ils passent à certains endroits, ils entendent ma voix leur dire « vers voie 1 ». Vers hall, accueil, etc. Donc voilà, c'est une sorte de guidage aussi pour les personnes non-voyantes. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais. Okay. C'est ça que je trouve qui est une grande force de la SNCF, c'est d'avoir choisi délibérément, volontairement, d'avoir la même voix, quel que soit le support utilisé. Ça, je trouve que c'est quand même incroyable. Il n'y a que des grosses boîtes comme la SNCF qui peuvent faire des choses comme ça. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure. En quoi les enregistrements ont évolué au fur et à mesure des années? Je crois qu'il y a eu deux grands passages, on va dire. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, un jour est arrivé l'informatique pour tous, l'ordinateur pour tous. Et toutes les gares se sont mises à être équipées. Parce qu'avant, les enregistrements se faisaient... étaient mis sur des supports totalement différents. Il n'y avait rien de comment on appelle ça, d'uniforme pour toutes les gares. Il y avait des grosses cassettes, des petites cassettes, il y avait des énormes bobines avec des bandes passantes très larges où il y avait toutes les pistes. Enfin, c'était incroyable. Il n'y avait aucune uniformité dans le système d'annonce. Quand les ordinateurs sont arrivés, finalement, toutes les gares étant équipées, on s'est mis à passer à des enregistrements séquentiels, c'est-à-dire des mots ou des groupes de mots qui ensuite étaient recollés selon les besoins de chaque gare. Alors les mots, ça allait être évidemment les noms des gares, hein, quand il y avait une suite de gares parce que le train s'arrêtait à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et tous ces noms, on les a enregistrés en plusieurs intonations pour qu'ils puissent être mis à l'intérieur d'une énumération ou en fin d'énumération. Voilà, ça pouvait donner Bordeaux, d'ailleurs c'est Bordeaux-Saint-Jean. Bordeaux-Saint-Jean, Marseille-Saint-Charles, Strasbourg, voilà, ou alors Bordeaux-Saint-Jean, Marseille-Saint-Charles, Strasbourg. Voilà, donc à ce moment-là, c'est une intonation vers le bas pour terminer une phrase. Donc toutes ces villes ont été enregistrées en plusieurs intonations et il y a un vocabulaire commun à toutes les gares. C'est en provenance de, par exemple, ou à destination, etc. Ça va être toujours la même chose. Ou éloignez-vous... Alors au début, c'était « Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît ». Moi, j'adorais ça. Après, c'est devenu « Éloignez-vous de la bordure du quai ».
on ne pouvait plus dire s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que ça leur plaise ou non, il fallait absolument qu'ils s'éloignent et que juridiquement, on ne pouvait pas leur dire si ça vous plaît, reculez-vous, si ça ne vous plaît pas. Voilà. Bon. Alors ça m'a vraiment fait un choc. Mais bon, je comprenais. Et puis, il ne faut pas que les annonces deviennent une pollution sonore. Donc petit à petit, on rétrécit un peu les choses et maintenant c'est plus la bordure, mais c'est le bord, ce qui est assez logique d'ailleurs, le bord du quai. Et maintenant on dit éloignez-vous du bord du quai. Je n'avais pas fait gaffe parce que pour moi, c'était toujours la première. Mais bien sûr. Alors la première, elle se retrouve encore parce que aujourd'hui, il y a toujours des annonces qui ont 10, 15, 20 ans qui sont diffusées. Par exemple, dans une chouette gare de province où la sono est très bonne et où les annonces sont pas non plus complètement évoluées, il y a toujours ces annonces-là. Oui, pas de raison de les changer, donc du coup, c'est toujours celle d'avant. Voilà. D'accord, génial. Ah, tiens, je ferai gaffe la prochaine fois que je prends le train. Ok, d'accord. Voilà. Et ça, c'était pas compliqué parce que bon, quand on fait une phrase, il y a une certaine musicalité. C'est quand même compliqué de saucissonner ces mots et de se dire, attends, je vais l'intégrer. Ça, au final, le rendu, on va les imbriquer, le rendu sera tel. Je trouve ça compliqué. Non ? Oui, mais je la connais, la musicalité de la phrase. Donc, je sais ce que je dois faire comme intonation. Oui, tu te projettes dans les autres mots qui vont suivre. Ouais. Et donc, du coup, si je dis le train, numéro, là, je sais que je vais dire le train, numéro en bas. Après, par exemple, 10 964, ça va être 10 964. Donc, je sais que j'ai enregistré toute la série des 1000, toute la série des centaines, toute la série des unités. Donc, je sais à quel endroit du numéro elles vont être mises. Voilà, ces toutes petites phrases, ces petits phonèmes et tout. Donc, ce n'est pas des phonèmes, c'est des syllabes, là. Les phonèmes, c'est autre chose. Ça va en parler après. Donc, je sais. Et puis après, va entrer en gare. Donc là, je vais forcément laisser gare en l'air. Oui, parce qu'il y a forcément un mot qui suit derrière. Donc, je connais. Je n'ai pas de problème là-dessus. Ça doit rendre folle d'enregistrer tous les chiffres. J'ai réalisé d'un coup que non, c'est un travail de titan. Titan, non, parce que on va enregistrer les dizaines de milliers, les milliers, les centaines et les unités. C'est pas tant que ça finalement. Et alors après toutes ces années, il reste encore des mots ou des annonces nécessaires à enregistrer encore. Oui. C'est ça qui me fascine, c'est de me dire après 40 ans, il y a encore des mots. Alors, je suis allée chercher le texte de ma séance de demain. Mais génial! Je vais à la SNCF tu veux dire, demain. J'ai la primeur parce que... Voilà. Alors, ça va être pour un répondeur. Bienvenue sur votre ligne dédiée du programme de fidélité Grand Voyageur. Veuillez saisir à l'aide de votre clavier téléphonique les 9 derniers chiffres qui figurent au recto de votre carte après le 29 09 01 09 et terminé par dièse. Alors, mais t'en as un paquet, parce que ça, vous ne le voyez pas, mais là, elle est en train de feuilleter une vingtaine de pages. Alors voilà les balises sonores, donc pour les non-voyants. Ça, c'est pour la ville de Pamiers. Okay. Voilà. Donc, on va dire porte-gare de Pamiers. Information, billet, porte-hall, quai. Alors, c'est quoi l'organisation dans l'envers du décor là ? Ça veut dire que toutes les gares remontent leurs besoins de texte. C'est centralisé, j'imagine, dans un service qui va organiser tout ça pour organiser ton travail à toi. Voilà. Oui, donc effectivement, je comprends mieux. Et ça répond à ma question de comment après tant d'années, il y a encore des annonces à enregistrer. Alors, est-ce que toi, tu as des enregistrements, des phrases, des mots que tu as préféré enregistrer ou pas? Est-ce que ça doit être compliqué? Tu en as tellement enregistré. Mais est-ce que tu as des petits chouchous? Des petits chouchous, c'est souvent des noms de villes, des noms de gares qui sont jolis. La première gare que j'ai enregistrée, c'était Chambéry-Challes-les-Eaux. Et je trouvais que Chambéry-Challes-les-Eaux, c'était magnifique. Alors, c'est Chambéry et Challes-les-Eaux qui est une autre ville, mais c'était regroupé au niveau du nom de la gare. Et je trouvais que c'était tellement joli. Ça m'a vraiment fait plaisir, quoi,
d'enregistrer cette garde. C'est la première, je l'ai fait lors de mon test. D'accord. Et ça a été gardé. Donc voilà, ton test a été gardé. Voilà. Ouais. Ok. Alors aujourd'hui, tu parlais de phonème justement tout à l'heure. Je voudrais qu'on arrive aussi à cette partie-là de l'enregistrement. Si j'ai bien compris, mais je pense que tu vas mieux nous en parler, c'est que ta voix a été décomposée en phonème pour aller au-delà du saucissonnage de mot à mot, aller de son à son, pour pouvoir reconstituer finalement ta voix pratiquement de façon synthétique, je veux dire. Et bien, tu l'as parfaitement bien résumé. C'est ce qu'on appelle une voix de synthèse. D'accord. Voilà. Donc, ma voix de synthèse est prête. Ça fait déjà un paquet d'années. Et elle peut servir en cas d'urgence, voilà, pour trouver une annonce importante à faire. Les premières annonces, d'ailleurs, pour le Covid ont été faites avec ma voix de synthèse. Parce que on n'avait pas le droit de bouger ni rien, donc elle a été faite avec ma voix de synthèse. Donc il reconstitue toute une phrase à partir de chacun des sons à qu'ils ont partir décomposés, des phonèmes, voilà. Des phonèmes. De tout ce que tu as pu dire, quoi. Ok. Et pour ça, ils ont utilisé l'ensemble de tous tes enregistrements, c'est ça? Non, ça a été fait avec une boîte. C'est d'ailleurs une boîte qui dépendait avant des télécoms, qui était vraiment quelque chose de très, très, très pointu, très poussé, et qui après est devenu une boîte privée. Mais pour fabriquer ces voix de synthèse, il faut enregistrer des choses très particulières pour pouvoir extraire ce dont ils ont besoin pour former la voix de synthèse. Et pour pouvoir extraire les phonèmes, il faut qu'il y ait une préparation à la base où on est sûr qu'on va les retrouver, ces phonèmes. Donc c'est un brief spécifique, tu as fait un enregistrement spécial pour ça. C'était pendant 3 jours. J'ai cru que j'allais devenir folle, mais c'était tellement drôle en même temps, avec des phrases qui n'avaient ni queue ni tête, des trucs invraisemblables où eux, c'est les ingénieurs et tout, ils avaient besoin de fabriquer des phrases avec des trucs pour pouvoir extraire les phonèmes, mais c'était complètement surréaliste. Oui. J'ai adoré faire ça. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je raconte? Ça ne veut rien dire, quoi. C'était très drôle. Et comment tu l'as vécu, ça, ce passage-là de voix, finalement, qui t'appartient plus, quoi. C'est-à-dire qu'on a décomposé, on a décortiqué ta voix, et quelque part, elle peut vivre sans toi. Totalement. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est très étrange, non? Alors, c'est très étrange, mais j'ai l'assurance que cette voix ne sera jamais utilisée à d'autres fins que la SNCF. Parce que c'est un contrat béton et on ne me fera pas dire n'importe quoi. Oui, j'imagine bien, oui. Et donc là, non, je suis totalement sereine et tranquille par rapport à ça. Et puis, de toute façon, ma voix appartient déjà à la SNCF. Oui. Voilà, donc non, c'est un honneur, de toute façon. Oui. Alors, ça rejoint un point dont on discutera tout à l'heure, mais c'est vrai que quand je dis dépossédé, il y a quelque chose aussi de positif, hein, c'est que ta voix, elle est devenue presque complètement partie prenante de la SNCF, voilà, presque une voix patrimoine, quoi. Enfin, tout le monde connaît, et encore, je te l'avais dit au téléphone, mais quand on s'était eu via LinkedIn, quand tu m'as répondu, je suis allée voir mon fils et je lui ai dit, devine avec qui j'ai rendez-vous, et j'ai juste fait ding, ding, le train en provenance. Il m'a dit, mais non, t'as pas rendez-vous. Et mon fils a 17 ans, tu vois. Ah ouais, c'est drôle. Donc ça veut dire que toutes les générations confondues, tout le monde te connaît, parce qu'on a tous eu l'occasion d'être dans un train, sur un quai, et voilà. Donc oui, il y a un rapport effectivement au fait de voir partir cette voix, mais on va en reparler tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà enregistré des annonces très originales, genre des annonces blagues, des choses comme ça? Par exemple, est-ce qu'il y a eu des opérations sur le 1er avril de la SNCF? Enfin, j'en sais rien. Oui, ça vous est arrivé? Il y a eu une opération, il y en a eu 2, à peu près 2 ou 3. La première, c'était à l'initiative de Guillaume Pépi, qui n'était pas encore président, qui était vice-président, et qui m'avait fait venir. Alors, c'était tout en haut, c'était à Montparnasse, quand le siège était encore à Montparnasse. C'était très impressionnant. Et je me demandais bien ce qu'il me voulait. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Et justement, il m'a dit, j'ai envie qu'on fasse un 1er avril.
Et donc, ça a été une opération hyper secrète. Génial. Il y avait très, très, très peu de monde au courant. Et on m'a demandé, alors j'ai rédigé un grand nombre d'annonces rigolotes. Une boîte de com s'est emparée aussi de la chose et on a également rédigé. Et on a enregistré ça et c'était absolument génial. Et c'était à destination de qui? De l'interne ou aussi des clients, des utilisateurs? Dans certaines gares. Il y avait un nombre, je sais pas, une dizaine de gares ciblées justement pour cette opération-là. Il y avait des caméras, il y a eu des petits reportages. Oui, c'est une opération de com, mais ça, je trouve ça génial. C'était vraiment sympa. Et c'était quoi? Tu te souviens, tu as un exemple ou Oui, alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Le train à destination de Strasbourg ne s'arrêtera pas. Jamais. Jamais. Laura. Bon. Et donc ça, vous aviez diffusé ça dans les trains et dans la cantine. Ou alors c'était... Les gens, ils devaient tellement... Et je commençais toujours avec un ton très sérieux, puis après ça dérapait. Il en faut un peu, pas trop. Mais c'est très sympa quand ça se produit, bien sûr. Bon, ça a dû être un super moment pour toi. Oui, c'était génial. Alors, ta voix, effectivement, on disait, elle est utilisée dans les trains, elle est utilisée sur les quais, évidemment. Moi, j'ai vu aussi autre chose, mais je crois que c'est assez récent, c'est que tu as aussi, ta voix est utilisée sur un avatar sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a depuis, je ne sais plus combien de temps, mais sur Twitter, tu as quand même un hashtag Allo Simone. Exactement. Ça m'a tellement fait rire quand j'ai vu ça. Hashtag Allo Simone, tout à fait. Et donc, ton avatar qui te ressemble en plus, c'est incroyable. Il a été fait d'après mes photos, oui, bien sûr. Vraiment, qui te ressemble vraiment. Génial. Mais je suis allée lui chercher ma photo, mon avatar. Moi, je la mets, évidemment que je la prendrai en photo et je vous la ferai parvenir aussi. Et il est super, cet avatar, j'adore. Et alors, donc, ça, c'est aussi encore, je pense, plein d'autres textes différents. Et est-ce que le ton, la voix est différente du fait que c'est utilisé un peu plus par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce qu'on t'a demandé ça? Il y a une grande différence entre les annonces diffusées en gare au niveau du ton, parce que là, il faut faire très attention à la réverbération, donc il faut parler relativement lentement pour que les sons ne se mélangent pas, avec évidemment une bonne articulation, ça c'est impératif, c'est merci mon papa qui m'a vraiment obligée à bien articuler quand j'étais petite, ça c'est sûr. Et puis, une différence avec les annonces que l'on peut faire dans le cadre, évidemment, des réseaux sociaux et dans le cadre des annonces téléphoniques, parce qu'on ne va pas faire... c'est encore payant, donc on va essayer de se dépêcher pour pas non plus... T'as raison, j'avais pas pensé à ça. On ne va pas faire trop Simone, durer. si tu pouvais te dépêcher, parce que ça coûte 5 balles. Là. Et puis, même dans les trains également, c'est vrai que c'est une pollution aussi, même si ma voix, elle est ressentie plutôt bien. Mais quand il y a trop d'annonces, ça, c'est terrible. Sur les trains de banlieue, les RER, c'est trop. C'est prochain arrêt, là. Et à chaque gare, et les gares sont très rapprochées, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'un autre côté, c'est aussi important pour les non-voyants en particulier d'avoir des annonces sonores. Bon, donc c'est vrai qu'il faut il faut contenter tout le monde. Donc voilà, on essaye d'être plus rapide quand il faut l'être et plus lente quand il faut l'être aussi. C'est ça, donc on s'adapte au canal sur lequel tu vas être diffusé. Exactement. Alors, quel statut tu as vis-à-vis de la SNCF? Alors, je suis comédienne et je suis engagée au cachet. Voilà, à chaque fois que j'y vais, demain, je vais avoir un cachet de comédienne. Cachet qui a duré 40 ans. Alors non, à chaque fois, c'est un petit salaire de comédien. À chaque fois, c'est un cachet. Bien sûr. Et j'ai un contrat qui fait que je ne dois pas travailler pour des entreprises concurrentes de la SNCF. C'est partie de mes questions. Mais je peux très bien faire de la pub pour du saucisson, qui, a priori, n'est pas un moyen de transport. Pas encore, en fait. En tout cas, je suis pas au courant. Voilà. D'accord, donc tu as un contrat d'exclusivité, ce qui paraît complètement normal. Bien ça sûr. C'est bizarre de t'entendre sur, je sais pas, Air France ou je ne sais quoi. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu as un agent qui travaille pour toi? Oh non, j'ai jamais eu d'agent. Ok. Non. Donc tu travailles en pleine confiance, je crois, aussi avec la SNCF et du coup, pas forcément besoin d'agent. Pas du tout. Alors, ok.
comment tu expliques en fait cette longévité avec la SNCF, comment cette aventure a duré autant de temps et voilà, des deux côtés, je pense, de la SNCF et de ton côté aussi, je pense. C'est une entreprise que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une vraie culture d'entreprise, il y a une vraie famille. Alors peut-être pas pour tout le monde, tout le monde ne va pas être forcément d'accord avec ce que je dis, mais quand même, il y a un bon esprit dans cette entreprise. Il y a des conflits, hein, comme partout, il y a des problèmes comme partout, mais globalement, je trouve que c'est une entreprise formidable où on est un peu moins peut-être aujourd'hui, mais sinon on était cheminots de père en fils depuis très 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 longtemps. Et je trouve que c'est vraiment une belle entreprise. Moi, je connais un petit peu tout le monde. Je connais les gens du terrain, comme ceux qui sont dans les bureaux au plus haut niveau. J'ai cette chance de connaître un petit peu tout le monde. Je suis toujours bien reçue partout où je vais. J'ai vraiment énormément de chance. Et cette longévité, alors je pense que c'est dû quand même à ma voix, au fait que j'ai toujours fait très consciencieusement et avec grand plaisir ce métier. Vous vous rendez compte, je suis la seule. C'est absolument fabuleux. Merci, maman SNCF. Non, mais je l'aime beaucoup, beaucoup, cette entreprise. J'ai rencontré des gens fabuleux, mais vraiment formidables. Et alors, ma voix, elle a des qualités techniques aussi qui font sans doute qu'elle dure. Elle passe bien dans un univers sonore bruyant. Donc ça, c'est une chance. Hein. Je n'y suis pas pour grand-chose. En tout cas, quand je dis une phrase pour la SNCF, je la dis avec une grande sincérité. C'est-à-dire que je m'adresse vraiment aux gens, je les visualise, j'ai envie de les renseigner et je ne fais jamais ça en l'air, sans y penser. Ouais, c'est pas mécanique, quoi. Voilà, c'est pas mécanique. Ouais. Ça, je pense que c'est effectivement important. Et puis, tu disais la prononciation, merci papa, tout à l'heure. Oui, exactement. Tu disais une qualité technique, tu me parlais au téléphone que tu avais une certaine fréquence, je crois, sonore, hein, c'est ça? Oui, qui c'est fait ça. Que c'est ce qui te permet d'émerger, enfin d'être, oui, c'est ça, d'émerger dans un univers un peu sonore, bruyant, quoi. Bruyant, oui. Donc ça ne s'invente pas, c'est aussi non, la qualité ça, que tu as. Oui. Voilà. Voilà, merci papa, maman. Merci la nature, quoi. Ok. Ton métier, c'est d'être une voix. Enfin, ta voix est primordiale. Est-ce que tu as eu parfois peur de la perdre? Est-ce que au contraire, tu en prenais beaucoup soin? Est-ce que tu l'as assurée comme un chirurgien peut assurer des mains? Voilà, toutes ces questions un peu par rapport à la voix qui est primordiale dans ce que tu fais aujourd'hui. Alors, j'ai jamais assuré ma voix parce que c'est super, ma voix, etc. Mais enfin, c'est quand même pas aussi important que les mains d'un chirurgien. Faut quand même pas exagérer. Non, je n'ai pas besoin d'assurance. Je fais attention, évidemment, je fais attention. Et j'ai toujours des écharpes la plupart du temps quand je sors. Je fais vraiment gaffe à ne pas prendre froid. Parce que, évidemment, une voix enrhumée, elle ne peut plus être raccord avec celle que j'ai enregistrée 10 ans avant. Là, en plus, comme on coupe les mots, si tu as un mot qui est dans la phrase et complètement avec une autre tonalité, ça va pas. Ça n'ira pas du tout, quoi. Et d'ailleurs, et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'au bout une voix, elle évolue dans les années, en fait. Tu vois, tu n'as pas la même voix à 20 ans que tu as une voix à 40 ans. On est d'accord, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, elle change. Alors, ta voix. Quoi que je fasse, elle change. Sauf que quand j'ai commencé à la SNCF, j'avais 31 ans. Donc, je n'avais plus ma voix de toute jeune fille, qui était forcément plus haute, parce qu'on a plus aiguë. Et entre ma voix à 31 ans et la voix que j'ai aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence. D'accord. Il y en a très certainement une, mais je ne pense pas, honnêtement. En tout cas, elle ne s'entend pas. Voilà. Et en plus, c'est comme un muscle de sportif. Je veux dire, je m'en sers tellement de ma voix, que ce soit à la SNCF ou dans une autre activité. Puis je suis assez bavarde. Bon, pendant ce confinement, c'est plus avec mes chats que je parle parce que je suis seule avec eux. Mais nous parlons beaucoup. Donc, je veux dire, elle s'entretient, ma voix. Je parle beaucoup. Donc, ça, voilà, c'est pas comme si je parlais pas du tout. Non, je parle tous les jours. Ok. Alors, par rapport à ta voix,
on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que ça fait pas bizarre ou est-ce que c'est pas frustrant que cette voix ne t'appartienne plus, quoi? C'est-à-dire qu'elle elle est rentrée quasiment dans, je trouve, le patrimoine de la SNCF et des Français. Est-ce que c'est pas parfois très bizarre? Je sais pas, tu prends le train et tu t'entends. Tu entends un film, il y a forcément un train, bim, on va entendre ta voix. Je sais pas, c'est pas bizarre ce rapport? C'est quand j'y réfléchis comme ça, parce que tu m'y fais penser, oui, c'est quand même assez bizarre, assez exceptionnel. Mais j'avoue que ça fait tellement longtemps, ça va faire 40 ans au mois de mai, que j'y suis complètement habituée. Et je m'entends et ça me fait sourire. J'aime bien cette expression parce qu'elle est tout à fait réelle. Ça fait frétiller mon ego. Mais oui, c'est ça. Attends, Non, je suis très contente, j'ai beaucoup de chance, c'est rigolo, c'est très rigolo. Ouais, mais quand tu parles d'ego, je le conçois complètement parce que là, c'est vraiment une voix qui est ancrée dans notre imaginaire collectif, quoi. Je vais citer une phrase, je ne sais pas si tu l'as déjà entendue, c'était sur une émission de France Inter, c'était une émission qui s'appelle Les Bonnes Ondes. Et en fait, la personne avait fait un micro-trottoir et il y avait un homme qui disait « J'ai tellement pris le train que Simone était comme une seconde femme pour moi. » Tu l'avais déjà entendu ça? Alors, a priori, ça me rappelle rien. Mais je trouve ça m'avait fait tellement rire. Je me suis dit, mais c'est vrai, il a raison. En fait, tu vois, à quel point, voilà, ta voix, elle voyage. Hein. T'as pas son numéro? Eh ben non, je me souviens plus. Bon, mais il était déjà marié. Hein. Bon, après, ça a peut-être changé depuis. Divorcé depuis. Oui, puis tout est permis. Hein. N'importe quoi, Simone, n'importe quoi. Ça va pas, c'est le confinement. Ok. Et alors, on va parler en fait de tes autres activités. Et justement, un point qui me paraissait important, c'est que tu étais comédienne. Ton rêve était de comédienne. Comédienne, c'est pas qu'une voix, c'est un ensemble, c'est jouer. Est-ce qu'à un moment donné, ça n'a pas été frustrant de n'utiliser finalement que ta voix et de ne pas utiliser toutes les qualités de comédienne? Mais je te vois venir, Julie. C'est des gros sabots, hein? Oui, alors, j'avais abandonné mon rêve d'être comédienne parce que la vie a fait que mariage, enfants, etc., FIP, la SNCF, j'avais plus de temps libre pour faire autre chose. Hein, voilà, tout cela prenait beaucoup de temps. Et c'était un métier semi-public, finalement, donc j'étais quand même contente d'être animatrice à FIP, à la radio, et voix de la SNCF, puisque j'ai fait les deux pendant très longtemps en même temps. Mais j'avais toujours effectivement cette frustration de ne pas rencontrer le public à la SNCF. Avant qu'il y ait des tas de reportages sur la voix de la SNCF, j'étais totalement inconnue. À FIP, on ne donnait pas nos noms, donc on était également un peu anonyme. Donc je me suis dit, flûte, quoi, je veux voir les gens pour de vrai. Et j'ai eu envie de quitter FIP pour pouvoir aller rencontrer un vrai public. Et puis, j'avais fait presque 30 ans à FIP. C'était génial. C'est une grande partie de ma vie, formidable, avec la meilleure radio qui soit. Et je me suis dit, bon, voilà, l'aventure se termine, je vais faire autre chose. Et je me suis dit, je vais faire de la lecture publique. J'allais pas, à 50 ans, me mettre à prendre des cours de théâtre et aller au cours Florent. C'était pas possible. J'aurais pu, mais bon, ça me semblait un peu compliqué. Donc j'ai eu envie de faire de la lecture à une époque où il n'y avait pas grand monde qui en faisait. Depuis, tous les grands comédiens se sont mis à faire des lectures. Ils me piquent du boulot à chaque fois. C'est incroyable. Quelle bande de copieurs. Après le pape, il y a tous les autres comédiens qui se mettent contre toi. Vraiment. Ça, c'est un truc. Non, c'est pas sympa, quoi. Et non, mais c'est vrai, c'est après, ils s'y sont mis tous. T'as lancé une mode? Voilà, non, pas moi toute seule, mais on n'était pas nombreux. Et donc, le fameux Jacques Pagnaise, qui s'était trompé en arrivant au standard de FIP, travaillait donc au centre audiovisuel de la SNCF, quand il y en avait encore un, il n'y en a plus malheureusement. Et lui, il était mis à la retraite d'office parce qu'on ne pouvait pas à cette époque-là continuer à travailler. Et comme c'est un hyperactif, il s'est retrouvé complètement démuni. Et moi, je lui dis, moi, j'ai quitté FIP et je vais faire de la lecture. Il me dit, tu vas faire de la lecture, mais comment, dans quelles conditions et tout. On se connaissait déjà depuis des années.
Je lui dis, écoute, je sais pas, je vais aller dans les cabarets. Je sais pas, bon, il me dit, écoute, si tu veux faire quelque chose, il faut que tu aies une structure. Il me dit, donc si tu veux, je t'aide un petit moment voilà, à créer ta compagnie, ta structure de lecture. Et il m'a aidé à créer, à déposer les statuts, etc., sous forme d'association, parce que c'est le plus facile à gérer, mais c'est une vraie compagnie professionnelle, à créer Lire Autrement, voilà, qui est donc une compagnie de lecture, comme il y a des compagnies de théâtre. Et puis il a commencé à m'aider, à faire des petits trucs, etc. Puis finalement, 20 ans après, il y est toujours, et il a fait un boulot absolument énorme pour cette grande aventure donc de 20 ans qui nous a emmenés, mes camarades comédiens que j'engageais, moi, des musiciens professionnels bien sûr. On est allé en France un peu partout, on est allé à l'étranger, en Azerbaïdjan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, voilà, un petit peu partout. Et tu ciblais que les stands, en fait. C'était ton critère. Les stands étaient très bien. Alors là, je faisais des lectures un petit peu adaptées pour les étudiants qui apprenaient le français, parce que dans tous ces pays-là, c'est extraordinaire l'impact de la langue française. Et c'est vraiment formidable. Ils ont toujours une admiration monstrueuse pour Alexandre Dumas, qui s'est baladé dans tous ces pays-là à une époque. Et ça, c'était fabuleux. Bon, il y a aussi les Français, les expatriés français qui sont dans ces pays-là, qui venaient écouter les lectures. Mais en même temps, on donnait à entendre des vrais auteurs français pour tous ces gens qui apprenaient le français. Et on mettait de la musique. Et généralement, on faisait aussi un mélange. On prenait des textes de leurs grands poètes nationaux, qui souvent étaient des poètes d'il y a très très longtemps. Donc il fallait lire ces textes-là. On les mélangeait avec de la musique locale, quelquefois avec de la danse du pays. On a vraiment fait des choses. Et bon, sinon en France, c'est quelque chose c'est pas forcément plus simple parce qu'on a fait 2 fois le Salgavo avec un orchestre symphonique, Génial. 4 comédiens, donc c'était aussi très très compliqué. On avait fait ça parce que l'orchestre, c'était l'orchestre du Rail, qui était un orchestre semi-amateur, avec des gens de la SNCF, d'autres qui ne l'étaient pas de la SNCF, et également des musiciens professionnels pour doubler les postes. Et on a fait ça 2 fois, la salle Gaveau, pour pouvoir ouvrir la salle Gaveau à un tarif très très faible de 6 € pour tous les cheminots de France. Génial. Voilà, et donc ils sont venus un petit peu de partout. C'est une salle mythique, hein, Ah oui, c'était magnifique. Non, ça a été des gros trucs, très super, vraiment, vraiment intéressant. Et là, vous avez des projets là dans cette compagnie en ce moment? Bon, alors, en ce moment, c'est un peu compliqué. Alors, en ce moment, c'est très compliqué. Public, n'est-ce pas donc, il y a tes chats qui profitent, évidemment, j'imagine. Oui. Alors, oui, on va faire un spectacle important avec un spectacle sur Claude Monet, avec un très grand musicien de jazz, un pianiste de jazz qui va travailler à la fois sur ce que Monet lui inspire et en même temps sur Debussy. Donc voilà, il fait et je suis évidemment en ce moment en train de chercher désespérément son nom dans ma tête. Ça va me revenir, non, mais évidemment. Ça, tu le retrouveras et puis tu le diras. C'est dingue. Ah non, mais c'est pas vrai. Bon, bref. Non, mais c'est pas grave. Donc, on va faire ce spectacle voilà, bientôt, au mois de décembre. Ah oui, donc c'est du concret, là, quand même. Oui, le mois de décembre, il est déjà au mois d'avril, prêt, mais bon. Oui, il est déjà tout prêt, on n'a plus qu'à le répéter. Oui, tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton, puis de toute façon, le confinement a dû pas mal bousculer les programmes en général. Donc... Ok. Alors, avant, je voudrais que tu nous racontes, je pose souvent cette question-là, une anecdote qui puisse être drôle, insolite, émouvante, enfin voilà, qui représente ce métier, cette expérience que tu as vécue avec la SNCF. Alors, un jour, j'ai fait une lecture dans le cadre de Lire Autrement, à la direction des affaires culturelles, je crois, pour le personnel de cet organisme. Et à la fin de la lecture, il y a une petite dame d'un certain âge qui arrive vers moi et qui me tend une liasse de
un paquet de feuilles comme ça, qui me dit « Tenez, vous lirez ça !» Voilà, et elle s'en va. Elle me laisse ses coordonnées, je ne sais plus. Bon, je rentre chez moi et je regarde, c'était marqué Simone. En fait, c'était une nouvelle. Cette dame, c'est Annie Saumon, qui est une nouvelliste, qui a eu une bonne notoriété, qui est partie aujourd'hui, définitivement, mais qui a écrit des choses incroyables. Et quand j'ai lu cette nouvelle, je me suis dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'étais complètement stupéfaite. Alors, en gros, l'histoire, c'est un monsieur qui se fait larguer par sa femme, plus jeune. Et ce monsieur est désespéré. Il se trouve sur un quai de gare et il s'apprête à se jeter sous un train. Au moment où il s'apprête à se jeter sous le train, il entend ma voix qui lui dit « Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. » Et à ce moment-là, il ne se jette pas. Il reste sur le quai. Et ce monsieur se trouve sauvé par cette voix, sur le moment. Mystérieuse. Et sauvé également parce qu'il se dit « Je veux retrouver cette femme qui vient de me dire de ne pas me jeter, en fait. » Donc, il se met à parcourir plein de voies différentes pour essayer de trouver la voie. Il va dans la gare où il était, mais on lui dit ben non, c'est dans l'ordinateur. Hein. Alors il fait comme ça plein d'endroits. Il va au siège de la SNCF, il va, etc. Et à chaque fois on lui dit ben non, elle vient pas souvent, elle est pas dans les gares. Non, vous la trouverez pas, c'est pas possible. Et finalement, à force, il finit par rejoindre, non pas moi, mais il finit par atterrir à La Vie du Rail, dans les locaux du journal La Vie du Rail, qui parle évidemment beaucoup de trains. Et ce jour-là, dans le hall, dans la cour intérieure de ce journal, il y avait tous les exemplaires en partance pour être distribués. Et ce jour-là, je faisais la une. Et j'étais en couverture de La Vie du Rail. Et donc, ce monsieur est sauvé, finalement, finit par mettre un visage. Bon, ce personnage d'Annie Saumon, eh bien, c'est elle qui lui a fait faire tout le parcours qu'elle a fait pour savoir qui j'étais. D'accord. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était... c'est super. Vraiment super. C'était la chose la plus jolie, la plus émouvante que j'ai eu à vivre sous mon nom de Simone, voix de la SNCF. Tu es devenu un personnage de cette nouvelle. Et ce que je trouve super dans cette nouvelle aussi, c'est à quel point on s'aperçoit effectivement qu'une voix peut être puissante, en l'occurrence là, elle a sauvé la vie de quelqu'un, mais on s'imagine tous, il y a des voix qui nous ont enveloppés. Tu vois, tu parlais de la voix de FIP, par exemple. Je trouve que les voix FIP, elles ont une voix particulière et qui te mettent dans une ambiance particulière quand tu écoutes la radio. Bien sûr. Et en fait, très souvent, quand tu as une voix, tu t'imagines la personne qui est derrière et tu as envie d'en savoir plus. Et presque, ça devient quelque chose de fantasmatique parce que comme tu n'as pas de réalité en face, bah, tu y mets ce que tu veux, donc tu peux te projeter. Et donc, c'est vraiment l'histoire de ce livre. Je trouve ça super. Je trouve que c'est une super anecdote. Ok. Et ben merci pour cette belle anecdote. Pour conclure, tu dirais que ce métier, en fait, t'a apporté quelle joie, quelle fierté? C'est incomparable. Je veux dire, ça m'a donné une grande confiance en moi. Et ça m'a donné... oui, une fierté absolument incroyable d'être la seule à avoir ce métier-là dans toute la France. Et depuis si longtemps, merci, je veux dire, à cette entreprise qui a, elle, une fidélité absolument folle, quoi, vis-à-vis de moi. C'est vraiment... non, c'est exceptionnel comme histoire, comme aventure. Non, je suis très, très heureuse, très fière. Si tu devais
décrire un peu les qualités nécessaires pour faire ce métier. Et si tu devais donner des conseils à des gens qui veulent faire exercer ce métier de comédien de voix off, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors déjà, comédien de voix off, c'est déjà un comédien. On n'est pas simplement comédien de voix off ou comédien de doublage. Le doublage, la voix off, ce sont des facettes du métier de comédien. Donc, premier conseil, c'est d'apprendre le métier de comédien. Ça s'apprend, c'est quelque chose d'important, de puissant, voilà, qu'on peut apprendre jeune ou moins jeune, mais c'est ce métier de comédien. Après, ce que je pourrais dire, quand on s'exprime avec tout son corps, quand on est comédien, quand on est comédien au théâtre ou dans un film, on joue, on est sincère, on est voilà. Et jouer simplement avec la voix, il exige cette même sincérité. Et je pense que ce soit pour une pub ou que ce soit pour un commentaire d'un film ou faire ce que je fais moi, il faut toujours avoir cette même sincérité. Et quand on parle ou quand je lis mes œuvres littéraires, c'est toujours le même truc, c'est-à-dire essayer de réellement penser à ce qu'on lit, l'interpréter, l'analyser dans son cerveau et le redonner. En fait, c'est un travail de don. C'est un don. On transmet quelque chose et ça passe par les cordes vocales, par la voix. Mais avant, ça passe aussi par l'esprit et le cœur, pourquoi pas. Il faut y mettre une intention oui. et l'avoir en tête, effectivement, quand tu délivres le message. Voilà. Ok. Ça s'appelle l'adresse. Quand on donne un texte, c'est adressé à quelqu'un, c'est l'adresse. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est pas innocent. Alors tu sais que je vais te demander de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Est-ce que tu as eu le temps d'y réfléchir ? Il faudrait vraiment que je prenne précisément à ce moment-là la photo de mes invités. Parce qu'ils ont toujours un petit air entre malicieux et sadique. Alors, qu'est-ce que tu m'as concocté ? Alors, chère Julie, il y a quelque chose qui m'impressionne beaucoup. C'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. Il est à la fois ingénieur du son, musicien, bluesman, et il construit des guitares. Ce sont... Comment ça s'appelle ceux qui construisent des guitares? Les guitarologues. Non, ça, ce serait un spécialiste des guitares. Oui, tu as raison. Alors, il construit des guitares d'un genre particulier. Ce sont ces guitares qui viennent des États-Unis à une époque où les gens n'avaient rien, n'avaient pas d'argent, et ils faisaient des instruments de musique avec tout ce qui leur tombait sous la main. C'était les planches pour faire des percussions, les trucs en fer, là, wash, je sais pas, c'était des trucs pour laver, enfin bon, bref. Des tas d'instruments comme ça, et des guitares, ça s'appelle des cigar box, si j'ai bonne mémoire. Ça pouvait se faire avec des boîtes de cigares, avec 3 cordes devant, un manche, etc. Aujourd'hui, Dominique, qui est mon ingénieur du son à la SNCF et qui est un artiste accompli, fabrique des guitares qui marchent, où il met des systèmes... pour en jouer, c'est électrique. D'accord. Et il fait des guitares avec absolument tout, des bidons d'huile, des boîtes, des bassinoires, mais c'est absolument, c'est fabuleux. Et en plus, j'imagine que chaque guitare est unique. Alors, chaque guitare est unique, il en fabrique, il apprend aussi. Alors, il fait des expos, il en vend également, et il fait des stages aussi pour les enfants, qui apprennent à fabriquer leur guitare, les décorer, etc. Génial, et même dans les prisons. Enfin, je dirais, c'est quelque chose qui fascine les gens, parce qu'ils fabriquent voilà, avec des choses toutes simples, des guitares qui ont un vrai son. Ouais. Parce qu'il y a toujours des caisses de résonance. C'est pas très compliqué en soi. Et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, ce qu'il fait. Incroyable, voilà. Génial. Super, ça c'est un beau défi, mais t'es sympa parce que tu m'as donné un nom. tu me lâches pas dans la nature. Bon, c'est chouette. Génial. Écoute, merci beaucoup.
je t'avais demandé un truc. Est-ce que tu accepterais de lire une petite phrase? Bien sûr. Est-ce que tu veux bien? Elle rigole. Je vous fais la voix off. Très bien, super. Bienvenue dans le podcast Découvre, ose et deviens à destination de la découverte des métiers. Il desservira les arrêts curiosité, ouverture, passion et envie. Nous vous souhaitons une belle écoute et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Trop bien, ça me fait trop plaisir, c'est un beau cadeau ça, incroyable. Bon, écoute, merci énormément Simone, c'était un très très bon moment. Et puis je suis sûre que Laurence va se régaler à t'écouter et à écouter l'envers du décor de ton métier. Et je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite. Merci Julie, au revoir. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant plu à écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!